Hey, avant de continuer, si vous êtes nouveau, sachez qu'on fait des vidéos sur les statistiques et la programmation. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo. Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va voir quelque chose de sympa pour moi. C'est les types, surtout donc les bonnes pratiques avec les types. J'aime beaucoup la théorie des langages, j'aime beaucoup les langages de programmation et j'aime beaucoup les systèmes de types. Et j'aime vraiment comment les types sont utilisés dans la programmation, en tout cas dans certains langages. Parce qu'il faut savoir que les types, ou penser en termes de types, va vous apporter deux avantages en particulier. Donc le tout premier, il est assez simple, c'est au niveau de votre éditeur, parce que savoir travailler avec des types va vous permettre de donner de l'intelligence à l'éditeur. Il sera capable de vous dire là où il peut y avoir des problèmes et là où il peut y avoir des bugs. Donc lorsqu'on arrive à encapsuler certaines notions au niveau des types, la machine va pouvoir nous aider à travailler. Donc ça permet plus d'expression, malgré le fait que oui, pas mal de personnes vont dire que c'est beaucoup plus restrictif. Mais c'est juste parce que ça nous permet d'être beaucoup plus précis sur ce qu'on veut dire, mettre et faire. Mais bon, on va voir ça tout à l'heure. Et bien sûr, le deuxième avantage, c'est surtout en fait la capacité de modéliser. Maintenant, je m'en sers un peu plus pour modéliser, dans le sens où avant je travaillais avec l'orienté objet, la programmation orientée objet, donc j'ai pensé en termes d'objets, de classes, d'interfaces, etc. Mais maintenant, je pense plus en termes de type. Donc quand je parle de type, c'est surtout un niveau un petit peu au-dessus dans l'abstraction, mais tout ce que j'ai vu en programmation orientée objet en fait peut être implémentable dans les types. Donc on perd rien, on fait simplement que d'ajouter des nouveaux outils puissants qui vont nous permettre de travailler de façon plus libre, de façon plus intéressante on va dire. Et sans plus tarder, nous allons voir les types algébraïques de données. Donc si on va regarder un peu plus en détail, faut pas essayer de tout apprendre et on expliquera le tout progressivement. Donc dans cette vidéo ou dans d'autres. Nous avons les types produits, nous avons les types somme, nous avons les types exponentiels, nous avons les types paramétriques, nous avons les types abstraits, nous avons les types union, nous avons aussi les types intersection. Il faut juste savoir que les classes composent les types produits, donc ça fait partie des membres des types produits. Nous avons aussi les énums qui composent les sommes, exponentielles qui sont composées par les fonctions. Nous avons aussi les paramétriques qui peuvent être composés par des listes, les abstraits qui peuvent être composés par les interfaces, les unions et les intersections. Donc comme vous le voyez, nous reprenons en fait des choses qui existent déjà. Notamment, comme vous voyez ici, nous avons les fonctions qui, elles, sont maintenant des entités ou des objets à part entière. Et donc vous verrez que même, c'est ceux qui utilisent dans la programmation fonctionnelle. Utiliser la programmation fonctionnelle peut simplifier aussi certains design patterns. Donc lorsqu'on commence à représenter les choses comme des types, avec les enums, les interfaces, et qu'on les voit plus comme des types, on est davantage en mesure de travailler dessus. Donc c'est juste pour dire qu'il n'y a pas que les classes et que même il y a même plus que les classes. Donc avec les exemples que j'ai donnés là, ce ne sont pas tous des exemples représentatifs, il peut y en avoir d'autres. Par exemple, il peut y avoir les structures, il peut y avoir les tuples, tout ça. Et donc chacun a sa place dans le lot. Il faut juste voir aussi un énoncé qui va nous permettre d'illustrer un peu quelques cas parce qu'on ne va pas aller trop dans la théorie non plus. Donc on aimerait créer un tableau de forme géométrique, donc de rectangles et de cercles, et additionner l'aire des carrés. Donc ici, il faut voir que les carrés sont un cas particulier de rectangle, parce qu'on peut dire qu'un rectangle qui a deux côtés similaires donc, est un carré, et des cercles qui ont un rayon supérieur à 5. Donc c'est ce qui se passe, il faudra justement prendre un ensemble de ces formes, uniquement additionner l'aire des carrés et des cercles dont le rayon est supérieur à 5. Pour commencer, on va essayer avec quelque chose de simple. On va plutôt utiliser la programmation orientée objet. Et donc, ce qu'on pourrait faire, ce serait d'utiliser notamment une interface. Il y a l'héritage qui peut être utilisé. Les interfaces restent quand même meilleures pour moi. Mais après, on verra qu'on n'a pas besoin de rester là-dessus. Donc, on crée une interface forme qui va représenter les formes qui doivent implémenter une fonction R. Et bien évidemment, nous avons en fait cercle et rectangle qui sont dedans. Donc ici, on ne fait pas d'héritage sur les structures. Le seul point commun, c'est qu'on peut calculer l'aire de ces formes. Donc, vu que je travaille avec Python, il n'y a pas vraiment d'interface. Non, il n'y a pas d'interface. Donc, du coup, il faut travailler avec des classes abstraites. Mais du coup, c'est la même chose. Donc, c'est juste qu'à la place d'une interface, c'est une classe abstraite. Bon, après, les classes abstraites et interfaces, c'est pas vraiment la même chose. Mais dans le cas de notre problème, donc ça fait à peu près la même. Donc c'est largement suffisant. Mais plus que ça, nous allons nous lancer dans du code.
Alors ici, on va essayer de faire une implémentation. On va commencer par la classe form. Voilà. Alors ici, j'ai ajouté donc le module ABC pour que ça puisse devenir une classe abstraite. Donc ce n'est pas directement built-in dans Python, mais on peut le créer. Maintenant, je vais essayer d'implémenter les autres classes. Donc on a réussi à créer ces deux classes. Il ne reste plus qu'à faire en sorte qu'ils héritent aussi de la classe form. Et là, on est OK. Alors, on n'ira pas plus loin pour cet exercice en programmation orientée objet. Donc si vous voulez le faire en exercice, bien sûr, vous pouvez continuer dessus. Mais là, on va voir comment cela se représente avec le système de type, parce que c'est un peu l'intérêt de la vidéo. Donc pour ce faire, nous allons simplement définir deux types. Donc on avait vu tout à l'heure, ce seront les types produit et les types union, parce que les deux sont très intéressants dans la représentation qu'on peut se faire des choses. C'est parce que l'un ressemblera plutôt à un et logique et l'autre ressemblera à un ou logique. Donc vous comprendrez un petit peu ce que ça fait. Donc pour ce faire, on peut regarder ici le cas. Donc on peut se dire c'est quoi une personne, ou comment représenter une personne dans du code, et on peut se dire qu'une personne, pour la distinguer, il faudrait son nom et son âge. Donc on parle du nom et de l'âge. C'est pour ça qu'on peut représenter ça sous la forme d'une structure. Donc là, cette fois-ci, j'ai pris du TypeScript, parce que pour représenter les structures, je trouve que c'est plus facile qu'avec du Python. Mais il y a des moyens pour pouvoir passer outre. Mais donc voilà, nous avons donc un nom et un âge. Nous avons aussi la possibilité de représenter d'autres cas, comme par exemple, c'est quoi un animal de compagnie? Là, j'en ai pris que 3. Donc on peut dire qu'un animal de compagnie, c'est un chien, ou un chat, ou un poisson. Donc comme vous le voyez, ça peut être soit l'un des trois, et donc on peut représenter ça avec ce symbole. Donc c'est soit un chien, soit un chat, ou soit un poisson. Donc très pratique, le ou logique. Donc par cette même logique, on peut voir en fait le poisson, donc, qui est toujours une structure. On peut dire que c'est un nom et une espèce, et c'est comme ça qu'on peut distinguer le poisson. Donc on peut faire la structure poisson, nom, espèce. En revenant sur notre exercice, on peut se dire c'est quoi une forme géométrique? Une forme géométrique peut être un cercle ou un rectangle. Donc dans le cas de notre exemple, c'est juste un cercle ou un rectangle. Il peut y avoir d'autres formes, bien sûr, mais c'est surtout ces deux-là qui comptent. Et après, on peut se dire c'est quoi un cercle? Donc comme je vous ai dit, avec Python, c'est moyen pour représenter les choses. Donc j'ai pour l'instant utilisé un tuple, mais vous verrez qu'il y a d'autres méthodes plus intéressantes. Ici, nous avons le cercle qui peut être juste un rayon, donc c'est un paramètre, ça va être un float. Ici, on peut avoir un rectangle qui, lui, va prendre deux paramètres, et donc c'est deux floats. Donc vous voyez la représentation, donc c'est pas très compliqué, et j'aime bien parce que ça reste assez logique. Et on peut revenir sur du code, donc je vous donne déjà la solution, comment elle est représentée ici. Donc là, nous avons la définition du cercle et du rectangle, ainsi que de la forme, ou des formes en tant que telles. Donc nous avons ici utilisé des name tuples, qui est aussi une collection de chez Python, donc qui permet de pouvoir définir des tuples un petit peu comme les classes, sans avoir à mettre tous les trucs bizarres qui vont avec. Donc ici, je peux représenter les cercles et les rectangles, un peu comme je le faisais avec les classes tout à l'heure. Et l'une des choses qui est assez intéressante, c'est que vous voyez que maintenant j'ai jusqu'à définir forme, c'est un cercle et un rectangle. Avant c'était plutôt une interface, ou non plutôt une classe abstraite dans notre cas. Mais voilà. Nous avons après une fonction comme définition qui va contenir le code, qui s'appelle la fonction R. Donc ça va prendre une forme. Et l'avantage maintenant de pouvoir utiliser ce type de représentation structurelle, c'est que on peut distinguer chaque élément. Donc nous pouvons savoir si c'est un cercle ou si c'est un rectangle. Donc si c'est un cercle avec son rayon, on peut directement utiliser le rayon qui a été représenté ici. Si on prend le rectangle, on prend largeur et hauteur, il peut être représenté aussi sous cette forme-là. Et bien évidemment, lorsque nous faisons la liste de toutes nos formes, ici le code fonctionne aussi. Une autre solution serait d'utiliser en fait un data class, qui est simplement une autre forme de représentation
d'une classe, mais plutôt sous la forme d'une structure, quoi. Ici, donc, j'ai juste qu'à définir le cercle comme étant un rayon, et donc le rectangle comme étant une largeur et une hauteur. Donc ici, l'avantage, c'est qu'on peut définir les types, et c'est un peu plus court à définir qu'une classe. Mais comme vous le voyez, ici, on peut toujours définir une forme avec un cercle et un rectangle. Donc là, c'est vraiment pour un affichage et une représentation structurelle. Et bien sûr, si vous voulez plutôt insister sur les classes, parce que vous aimez vraiment les classes comme étant votre type de données structurelles produit, ben, vous pouvez les utiliser bien évidemment. C'est comme tout à l'heure, on avait vu donc la définition du rayon, la définition du rectangle avec sa largeur et sa hauteur, mais il faudra juste ne pas oublier de prendre un match args pour le pattern matching, donc pour définir que nous avons le rayon en premier, puis la largeur et la hauteur, parce qu'il n'y a pas vraiment de concept ou de notion d'ordre ici, donc il faudra justement mettre ça. Et après, donc, le code de tout à l'heure pourra se réutiliser de la même façon. Donc vous voyez que là, après, on peut définir forme avec ces classes, parce que ça fonctionne tout autant. Juste faire attention, bien évidemment, parce que ici, j'ai pas défini la fonction, ou la méthode plutôt R, mais bien évidemment, je pourrais très bien la définir ici, et après, ici, à la place de simplement utiliser rayon, je pourrais essayer de appeler le cercle avec les rayons et tout. Mais vu qu'ici, on a plutôt une approche fonctionnelle, c'est mieux de garder en fait cette forme structurelle. Donc en tout cas, c'est ce que je préfère, c'est ma préférence. Mais vous voyez que vous pouvez autant travailler avec des classes en tant que type et avec d'autres outils. Donc surtout si vous utilisez Python notamment, vous voyez que ça fonctionne tout autant. Pour finir, je donne aussi ma solution que j'ai créée en Rust parce que je trouve ça un peu plus facile, un peu plus pratique. Mais c'est un peu dans le même schéma. C'est juste que là, il y aura une différence. C'est que là, j'ai décidé d'utiliser le type enum qui va me permettre en fait de représenter une collection de structures. Donc, on définit l'enum comme une forme. Et parce que l'enum, vous verrez qu'en fait, c'est un petit peu une combinaison du type union et du type aussi produit, mais dans le sens où il sera un peu plus sécurisé, donc permettra un peu moins de folie. Mais pour des choses en fait simples et classiques, il est pratique par défaut. Donc notamment vous voyez ici que je définis l'enum forme, et une forme c'est quoi? C'est soit un rectangle avec les paramètres, soit un cercle avec les paramètres ici dedans. Donc ici cette fois-ci j'ai pas mis de label parce que flemme, et le code ressemblerait quand même à quelque chose de plus concis, court, comme je les aime. Donc ici nous avons la fonction R qui se trouve ici. Et donc nous avons aussi une fonction, donc parce que ici j'ai donné la solution finale avec tout. C'est que là nous allons avoir la fonction R qui va être faite avec du pattern matching, comme on l'a vu. Donc ici, si c'est un rectangle avec un L longueur et H hauteur, nous avons juste L fois H. Et ici nous avons en fait le cercle qui peut être pattern matché, donc nous avons aussi la valeur qui se trouve ici. Et pour finir, nous avons aussi en fait une condition. Donc c'est comme il a été donné dans l'exercice. Comme vous voyez ici, j'ai fait un autre pattern matching. En fait, on aurait pu mettre tout dans une seule fonction, mais c'est bien de subdiviser, comme ça on est sûr. Donc ici, c'est les conditions qui vont nous permettre de filtrer ce qu'il faut garder, ce qu'il ne faut pas garder. Donc ici, c'est des rectangles qui ont une longueur L et H. Et donc si L est égal à H, donc c'est-à-dire si c'est un carré, alors là, ce sera un true. Et ici, si c'est un cercle dont le rayon est au-dessus de 5, ça va être true aussi. Sinon, le reste, c'est false. Donc ça, c'est une condition pour utiliser un filter dedans. Donc là, j'ai aussi défini le tableau. Donc il est un petit peu plus gros parce que je dois toujours mettre forme avant. Mais c'est le même tableau qu'avant. Et ici, ce que je fais, c'est juste qu'à partir des formes définies ici, j'ai itéré dedans. Donc à l'intérieur, je vais juste utiliser ma condition pour filtrer les éléments qui m'intéressent. Après, à partir de là, je vais juste utiliser R sur chaque forme. Donc parce que là, ce seront les formes qui ont été filtrées, donc celles qui nous intéressent. Ensuite, je vais faire un reduce en faisant un A, B, donc pour A plus B, donc en utilisant une fonction d'addition. Et je vais faire un unwrap pour récupérer le résultat. Donc vous voyez que ça aussi, ça peut marcher. Ici, j'ai fait une autre représentation donc avec
sum. Donc à la place d'utiliser un reduce, on peut directement utiliser une fonction sum qui a été définie par défaut dans Rust. Donc comme vous le voyez, c'est quelque chose de simple à utiliser, simple avec lequel on peut travailler. Et donc ouais, juste qu'à faire un pipeline. C'est pour ça que ici, ça fait un peu partie de ce que j'apprécie dans l'usage des types, c'est que ils sont un petit peu aussi agnostiques de la programmation fonctionnelle et orientée objet, ou bien que orienté objet va quand même prendre certaines préférences, mais la programmation fonctionnelle donne aussi un petit peu de liberté. Bon, après, ça dépend de quel type est implémenté dans quoi, mais vous voyez donc maintenant la puissance que cela peut avoir lorsque on travaille avec ce type de code. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez peut-être des questions, s'il y a des choses que vous avez peut-être pas compris, mal compris, parce qu'il y aura encore d'autres vidéos sur ce sujet qui sortiront pour que je puisse expliquer, notamment donner un peu plus d'informations sur les algebraic data types, mais j'espère qu'en tout cas dans cette vidéo vous avez pu apprendre des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section commentaires, on laissera aussi le lien pour le Discord, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à mettre un pouce bleu à la vidéo, à partager la vidéo, à mettre des commentaires bien évidemment si vous en avez besoin, à pouvoir aussi peut-être rejoindre notre Discord si vous avez des questions. Donc voilà, vous êtes libre et j'espère que vraiment ça vous a plu. Et d'ici là, que Dieu vous bénisse.